Alors, les formes linéaires, elles ont quand même un rôle particulier. Elles vont nous servir à définir ce qu'on appelle un hyperplan. On a déjà rencontré au détour d'un exercice la définition d'hyperplan. Sur le moment, je vous avais dit, bon, on est dans un espace vectoriel de dimension finie. Ce qu'on va appeler un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1 de moins que la dimension de E. En fait, il existe une définition des hyperplans, même quand E n'est pas un cas-espace vectoriel de dimension finie. Rassurez-vous, en dimension finie, les deux définitions sont équivalentes. Mais maintenant, vous êtes des grands, donc on va voir la définition d'un hyperplan quelconque. Donc, on se place toujours dans E, un cas-espace vectoriel, donc de dimension quelconque. On appelle hyperplan de E le noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc, forme linéaire, je vous rappelle, ça veut dire que c'est une application linéaire qui est définie sur E à valeur dans K, non nulle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au moins un point où cette fonction ne vaut pas 0. C'est important. Parce que quel est le noyau de la forme linéaire qui vaut tout le temps 0? Ben, c'est E tout entier. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, un hyperplan, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. On a l'habitude de noter phi, la forme linéaire non nulle qui correspond. Donc, l'hyperplan H, c'est exactement le noyau de phi. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau de phi? Bah, il y a tous les vecteurs de E qui vérifient phi de x égale 0. Donc, l'équation phi de x égale 0, on appelle ça souvent l'équation de l'hyperplan. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on parle d'équation de droite ou d'équation de plan. Parce que les droites sont dans R2 des hyperplans et les plans sont dans R3 des hyperplans. Alors, quel est l'intérêt des hyperplans? Bon, bah déjà, pour montrer qu'un ensemble est un hyperplan, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple 16. Ici, on s'intéresse au polynôme qui vérifie P de 0 plus P' de 1 égale 0. Pour montrer que cet ensemble est un hyperplan, vous devez montrer que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Donc, vous devez proposer la forme linéaire qui est cachée derrière ce noyau. Alors ici, puisqu'on a égal 0, ben c'est assez simple de déterminer, en tout cas, la forme linéaire qui pourrait être la forme linéaire non nulle associée à l'hyperplan. Donc on prend par exemple la fonction phi qui a P associe P de 0 plus P' de 1. Vous pouvez montrer, et vous allez le faire, dans les exercices en tout cas il faudra vraiment le faire, cette fonction est bien une forme linéaire. C'est-à-dire, elle est bien linéaire, ça vous allez le vérifier, et P de 0 plus P' de 1, c'est bien un vecteur de R. Donc elle est bien à valeur dans R. Donc, H, en tant que noyau d'une forme linéaire non nulle, alors pourquoi est-ce qu'elle est non nulle? Ben, par exemple, le polynôme constant égale à 2, P de 0 ça vaut 2, P' de 1 ça vaut 0, donc cette forme linéaire, si je la calcule sur le polynôme 2, elle vaut 2. Donc elle ne vaut pas tout le temps 0, donc elle est bien non nulle. Donc H est bien un hyperplan de R de x. Il y a des fois où la forme linéaire cachée derrière sera un petit peu plus compliquée à trouver, mais soit on en aura vu plein en exercice et vous le verrez facilement, soit vous serez guidé. Alors, autre remarque, un hyperplan, puisque c'est le noyau d'une application linéaire, c'est donc un sous-espace vectoriel de E. Donc, dès que vous voyez quelque part écrit le mot hyperplan, vous devez penser à tout ce que vous avez le droit de faire sur des sous-espaces vectoriels. Alors, premièrement, il existe une autre définition d'hyperplan, que peut-être vous allez rencontrer soit dans des sujets de concours, soit dans d'autres cours, si vous comparez, ou en tout cas si vous cherchez des exos dans d'autres livres, par exemple. Bien sûr, ces deux définitions sont équivalentes, donc c'est ce qu'on va voir dans le théorème 31. Un sous-espace vectoriel de E est un hyperplan si et seulement si il existe une droite, donc c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de dimension 1, qui soit un supplémentaire de H. Ok, donc un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel de E qui admet un supplémentaire de dimension 1. Vous faites attention, dans un espace vectoriel de dimension quelconque, il n'y a pas tout le temps un supplémentaire.
on l'a vu en dimension finie, mais en dimension infinie, on ne l'a pas démontré. Donc là, dans ce théorème 31, il y a aussi l'existence du supplémentaire qui est à démontrer. On passe à la démonstration de ce théorème 31. On veut une équivalence, donc on raisonne par double implication. On fait d'abord le sens direct, donc on appelle H un hyperplan de E. Ce qui veut donc dire qu'il existe une forme linéaire non nulle, telle que H soit le noyau de cette forme linéaire. On veut fabriquer un supplémentaire de H. Puisque phi est non nul, et c'est là où c'est vraiment très utile, donc il faut vraiment le mettre dans la définition, ça veut dire qu'il existe un point de E où phi de x0 ne vaut pas 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour ce vecteur x0? Ça veut dire que x0 n'est pas dans H, puisque H c'est le noyau de la forme linéaire phi. Donc avec ce x0, on va fabriquer un supplémentaire. Qu'est-ce que vous connaissez comme sous-espace vectoriel fabriqué à partir de x0 qui serait de dimension 1? Vect de x0, ça me paraît pas mal. Donc on va montrer que H et vect de x0 sont bien supplémentaires dans E. Premièrement, on doit montrer que leur intersection est réduite à 0. Donc on prend un vecteur x qui appartient à H inter vect de x0. S'il est dans H, ça veut dire que phi de x égale 0, puisque H, je vous rappelle, c'est le noyau de phi. S'il est dans vect de x0, ça veut dire qu'il existe lambda appartenant à K tel que x s'écrive lambda x0. Donc si on combine ces deux résultats, ça veut dire que phi de x, puisque phi est linéaire, en fait ça vaut lambda phi de x0, et en même temps ça vaut 0. Non mais sauf que phi de x0, lui, il vaut pas 0, c'est l'hypothèse sur x0, donc c'est lambda qui vaut 0. Donc x est le vecteur nul. Donc l'intersection de h et de vect de x0 est réduite à 0. Là on a fait une inclusion, et je vous rappelle que l'autre inclusion est tout le temps vraie. Donc en particulier, h et vect de x0 sont bien en somme directe. Deuxième point, on doit montrer que leur somme est égale à E tout entier. En particulier, de nouveau, puisqu'il y a une des deux inclusions qui est toujours vraie, on doit montrer que tout vecteur de E s'écrit comme un élément de x0 plus un élément de h. Alors de nouveau, vous pouvez le faire par analyse et synthèse. On suppose qu'il existe un élément dans h, un élément dans vect de x0. Et on donne à la fin de l'analyse un candidat possible pour l'élément de h, l'élément de vect 0, et dans la synthèse, on vérifie que ça marche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire comme si on avait eu l'idée nous-mêmes. Alors, que moi j'ai eu l'idée moi-même, ok, vous ne dites pas que c'est vous qui avez eu cette idée, d'accord, vous pouvez dire que vous l'avez vue dans le cours, vous vous en souvenez, sinon vous refaites par analyse et synthèse. En tout cas, si vous rédigez l'analyse et synthèse, à la fin de l'analyse, vous devez avoir ces deux candidats. Vous n'avez pas d'autre choix. Alors, on va montrer que cet élément est bien dans vect de x0, ça n'a pas l'air trop dur de s'en convaincre, et que cet élément est bien dans H. Justement, puisqu'il s'écrit un scalaire fois x0, eh bien c'est bien un élément de l'espace vectoriel engendré par x0. Pour montrer que ce deuxième vecteur est dans H, on doit calculer phi de ce vecteur, puisque je vous rappelle que H, c'est le noyau de phi. Puisque phi est une forme linéaire, phi de une combinaison linéaire de x et x0, eh bien on sait faire. C'est donc phi de x moins le coefficient fois phi de x0. Les phi de x0 se simplifient, il vous reste donc phi de x moins phi de x qui vaut 0. Donc oui, x moins phi de x sur phi de x0 fois x0 appartient à h. Donc E est bien inclus dans h plus vect de x0, donc on a bien l'égalité. Donc on a démontré que si h est un hyperplan, alors il admet un supplémentaire de dimension 1. J'attire votre attention sur le fait que E est peut-être de dimension infinie. On n'en sait rien. Deuxième implication, cette fois, on suppose que vous connaissez un espace vectoriel H qui admet un supplémentaire de dimension 1. C'est-à-dire que il existe une droite qu'on peut écrire sous la forme vect de x0, puisque c'est une droite, telle que H et D soient supplémentaires. Ce qu'on veut démontrer, c'est que H est un hyperplan. On doit donc fabriquer
une forme linéaire, dont H est le noyau. Alors là, comme ça, d'où viendrait une forme linéaire? On est un peu sceptique. Alors, on revient à la définition de forme linéaire. Ça veut dire déjà que c'est une fonction qui est à valeur dans K. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre une fonction qui a un vecteur x associe un scalaire. Ok. Alors là-dedans, dans le problème tel qu'il est posé, où est-ce qu'il y a un scalaire? Eh bien, en fait, là-dedans, il y a un scalaire. Parce que vect de x0, c'est tous les vecteurs qui s'écrivent un scalaire fois x0. Et c'est de là que va venir la forme linéaire. Je m'explique. Puisque H et D sont supplémentaires dans E, ça veut dire que quel que soit X appartenant à E, il existe un unique couple XH XD, appartenant à H croix D, tel que X s'écrive XH plus XD. XH, il est dans H, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. XD, il est dans vect de X0. Donc XD, il s'écrit un scalaire fois X0. Ce scalaire, je l'appelle petit x parce qu'il dépend de x. C'est pas le même pour tous les x. Donc, il existe un unique couple, cette fois XH lambda x, appartenant à H croix K, tel que x soit de la forme XH plus lambda x0. Eh bien, on va poser phi, la fonction, qui est bien définie de E dans K, et qui à x associe ce coefficient, ce scalaire lambda x. Ce scalaire lambda x, il est unique, donc il n'y a pas d'ambiguïté pour définir cette fonction. On va montrer que cette application est bien une forme linéaire. Donc de nouveau par la caractérisation, on prend deux vecteurs de E, xy, un scalaire mu, et on doit calculer phi de x plus mu y. Alors phi de x plus mu y, c'est la fonction qui vaut, enfin phi de x plus mu y, pardon, ça vaut l'unique scalaire lambda tel que x plus mu y se décompose comme un vecteur de h plus lambda fois x0. Donc on écrit la décomposition pour x, on écrit la décomposition pour mu fois y, donc là c'est lambda y fois x0, et nous on veut simplement le scalaire qui est devant x0. Donc phi de x plus mu y, ça vaut lambda x plus mu fois lambda y, le scalaire qui est devant x0. Autrement dit, ça vaut bien phi de x plus mu phi de y. Donc cette application-là est bien linéaire. C'est bien également une forme puisqu'elle est à valeur dans K. Donc phi appartient bien à E étoile. Il nous reste maintenant à montrer que H, puisque c'était ça quand même qu'on voulait faire, est bien égal au noyau de cette forme linéaire. Donc on va montrer par double inclusion que H est égal au noyau de phi. Alors on prend x appartenant à H, l'unique décomposition de x comme un vecteur de h plus un vecteur de d, c'est x plus 0 fois x0. Donc en particulier phi de x, c'est le coefficient qui est devant x0 ici, donc ça vaut 0. Donc le h est bien inclus dans le noyau de phi. A l'inverse, on prend un vecteur x qui est dans le noyau de phi. S'il est dans le noyau de phi, ça veut dire qu'il s'écrit un élément de h plus 0 fois x0. Donc ça veut dire que x égale xh, donc ça veut dire que x appartient à h. Donc par double inclusion, on a bien montré que h était égal au noyau de phi. Donc h est bien le noyau d'une forme linéaire. Dernière chose qui nous reste pour vraiment avoir la définition d'un hyperplan, c'est de montrer que cette forme linéaire est non nulle. Donc on calcule phi de x0, pour montrer qu'il y a au moins un point où la fonction ne vaut pas 0. La décomposition de x0, c'est 0 plus 1 fois x0, donc en particulier phi de x0 est égal à 1, qui est le coefficient ici devant x0. Donc phi est bien une forme linéaire non nulle. Donc h est bien le noyau d'une forme linéaire non nulle, c'est donc bien un hyperplan.